Hey, parler de vie privée en 2023, c'est compliqué. Avec la montée des régimes autoritaires, la banalisation de la surveillance de masse, la victoire totale des réseaux sociaux et le sensationnalisme des médias, difficile d'imaginer que certaines données puissent rester cachées. Certaines personnes surfent sur cette mine d'informations et l'OSINT n'a jamais été aussi populaire. Mais à force de banaliser et de jouer avec la bête, est-ce qu'elle ne va pas finir par mordre la main de son maître? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Step Talk. On est parti pour la partie 3, l'OSINT face au grand public et aux médias. Alors face ou avec, d'ailleurs, c'est pas forcément une opposition. Et on va commencer par parler un petit peu de ce qui est apparent, c'est-à-dire les tendances sensationnalistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et sur les médias. Pas forcément sur les sujets OSINT, mais sur les tendances en général. Selon toi, qu'est-ce que devraient avoir comme rôle les médias sur le côté vulgarisation, explication de l'OSINT et éventuellement le côté prévention des risques qui peuvent être liés à cette pratique? Je suis pas sûr que ça soit le rôle des médias d'éduquer les gens. Ils sont là pour informer. Est-ce qu'aujourd'hui un média peut et éduquer et informer? J'en suis pas certain. En revanche, je pense qu'il y a un rôle important d'éducation. Et j'ai envie de dire, dès le plus jeune âge, à partir du moment où on met les pieds sur Internet, il y a la nécessité, je pense, d'être au moins sensibilisé au sujet et éduqué quelque part. Mais j'ai envie de dire, on développe son esprit critique à l'école, donc ça doit commencer beaucoup plus tôt que ça. Je ne pense pas aujourd'hui que ça soit le rôle des médias, je pense plus que c'est le rôle de l'éducation, de dire, avant on faisait de l'instruction civique, on pourrait faire de l'instruction numérique aujourd'hui, que ce serait, à mon avis, pas un mal, et ce, dès, j'en sais rien, dès la 6e par exemple, à partir du moment où on a un téléphone en libre service et un accès à Internet, il existe il y a des démarches qui s'appellent, je crois que c'est le passeport Internet qui existe, ou un truc comme ça qui existe dans les collèges, mais c'est hyper succinct. Moi, les gamins à qui j'en ai parlé m'ont dit ouais, vite fait, voilà, il n'y a pas grand-chose, on n'apprend pas grand-chose. On nous dit qu'il faut faire attention au cyberharcèlement, mais on ne dit pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a un côté, je pense, balbutiant du sujet, de la sensibilisation. Moi, je me suis engagé dans la réserve citoyenne de la gendarmerie pour ça, en fait, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était de dire aujourd'hui, on peut certainement faire beaucoup pour protéger les gamins des problèmes de cyberharcèlement, des problèmes liés aux données personnelles d'une manière générale, et puis à leur éducation numérique quelque part. Mais je ne crois pas que ça soit aux médias de faire ce travail-là. Je pense que c'est clairement à l'éducation. Donc ça, c'est pour les jeunes publics. Et après, les adultes qui sont déjà plus dans l'éducation, là, il va falloir à un moment donné rattraper le retard. Donc c'est s'ouvrir peut-être à la culture du numérique, puis écouter un petit peu les avertissements ça vient beaucoup du monde de la cyber, les dangers numériques. Tout le monde crie depuis des années, il faut faire attention, faut faire attention. Peut-être que le message n'a pas été beaucoup pris au sérieux jusqu'à présent. Et puis, on se rend compte que petit à petit, les choses se produisent, quoi. Donc, je pense qu'il y a un côté prise de conscience qu'il faut avoir maintenant. Les médias vont retransmettre le danger, mais vont pas expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données personnelles. On en revient toujours à la même conclusion, c'est de dire, on vous dit de faire attention, mais on dit pas pourquoi. C'est-à-dire, on va te dire, traverse pas la route, mais on va pas te dire que si tu traverses la route, tu vas te prendre une bagnole. Et c'est un peu la même chose avec l'OSINT, et les données personnelles. Et je pense que l'OSINT va pouvoir petit à petit prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et pourquoi c'est dangereux de les exposer, tout simplement. Alors là, tu nous réponds surtout du côté vie privée, j'ai l'impression. Si c'est de la pratique de l'OSINT, c'est un petit peu différent. Alors, je vais te laisser la liberté d'amener le sujet ou pas, mais on parlait quelque chose juste avant, là, en off. Est-ce que justement, tu as des réseaux sociaux ou quoi, enfin des posts sur des réseaux sociaux ou autres qui peuvent jouer le rôle de prévention justement pour les pratiquants de l'OSINT? C'est ma position de dire que publier sur ces dangers-là de manière répétée, explicite, voire vulgarisée à destination des OSINTers fait partie des petits combats que je mène à mon humble niveau. Est-ce que c'est efficace? J'espère.
que ça sert à quelque chose. En tout cas, j'imagine que si je suis un petit peu lu, c'est que le message est entendable. Donc oui, il faut faire attention. Après, je veux pas non plus être en permanence dans la paranoïa autour de la pratique de l'OSINT en disant à la seconde où vous allez faire de l'OSINT, vous allez vous faire attaquer par un hacker, un terroriste ou je sais pas quoi. Donc c'est pas non plus le reflet de la réalité. Donc mettre le curseur au bon endroit entre ça dépend ce que vous faites, ça dépend pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Ça fait partie de ce que j'essaye moi de diffuser comme message et je suis pas le seul, hein, il y a beaucoup d'autres personnes qui le font. Après, je veux pas être dans la dramatisation permanente. Après, j'ai mes bons jours et mes mauvais jours, hein. Il y a des jours où je trouve le monde affreux et il faut parler des problèmes, puis il y a des jours où je dis je fais souvent le vendredi en me disant le vendredi on fait un peu plus léger, je balance un peu de les blagues, un peu d'autodérision sur le sujet en disant on se prend un peu moins au sérieux. Et il faut aussi en passer par là en disant tout l'OSINT n'est pas de l'OPSEC, tout l'OSINT ne mène pas à des découvertes macabres. Donc voilà, je pense qu'il faut un bon équilibre et comme tous les bons équilibres, c'est très dur à obtenir. Comment on fait la part des choses un petit peu dans tous ces contenus? C'est-à-dire que entre les informations, les fake news, les news hyper alarmistes, les attention, il va t'arriver ça si tu partages ça. Comment le citoyen lambda, entre guillemets, lui, peut adapter son comportement face à cette OSINT, en fait? Je pense qu'il faut que, comme toute source d'information, il faut à un moment donné limiter son exposition. Si tu passes ta journée devant BFM TV, à un moment donné, tu vas devenir craintif. Enfin, il y a un moment donné, tu vas t'adapter à la source d'exposition. Donc, faut pas non plus passer son temps à être exposé à ce genre de nouvelles parce que c'est pas bon pour le moral, parce que c'est pas non plus le reflet de la réalité. Donc comment s'en protéger? Déjà, quand il y a quelque chose, il faut le vérifier, parce que je sais pas, parce que c'est publié sur un réseau social et mes news font partie du lot en disant bon, il m'arrive de me tromper, hein, il m'est arrivé de publier un truc et puis de me rendre compte, boum, c'était il y a 2 ans, ou boum, c'est complètement faux, je retire mon post le plus vite possible pour quelque part minimiser les dégâts de ma mauvaise information. Et ça aussi, personne n'est à l'abri de faire ce type d'erreur. Parfois je vérifie, parfois je vérifie pas assez. Ça fait partie aussi du côté un peu instantané de l'information. Donc je pense et ça je m'inclus dans le lot, il faut avant de poster vérifier ce qu'on poste parce qu'on est responsable de ce qu'on poste à un moment donné, donc faut assumer aussi ce qu'on fait. Et puis on est aussi responsable de ce qu'on lit. Donc quand on décide de suivre quelqu'un dont on sait que les informations elles sont plus ou moins bien sourcées, plus ou moins bien documentées, on sait à quoi s'exposer. Si on les prend pour argent comptant, c'est un choix qu'on fait. Mais les outils qui permettent de faire la différence entre une bonne et une mauvaise info, ils existent. Après, il y a la question du temps. Est-ce qu'on a le temps de vérifier tout ce qui nous est envoyé en travers de la courge sur les réseaux sociaux? Je pense pas. Et je pense que c'est le problème, c'est qu'on en reçoit trop et qu'au bout d'un moment, on choisit de faire confiance à certaines sources. Et ça peut être un problème parce qu'à un moment donné, une source, elle peut être défaillante. Donc, le problème du temps et de la masse d'infos, ça reste toute la problématique de l'info sur Internet en général. Donc, c'est de ça dont il faut se méfier, je pense. C'est la routine. Si maintenant, on se place du côté, finalement, quand même, les posts alarmistes, jusqu'à un certain point, ils ont quand même raison. On a l'impression qu'on est traçable, finalement, sur le net, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas que sur le net d'ailleurs, hein, sur notre téléphone, dans la rue, avec les caméras de sécurité maintenant, etc. Ça, est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai? J'évite de verser dans la supposition, parce que quand on commence à supposer, en général on se trompe et on peut vite aller dans des extrémités. Moi je vais me baser sur simplement des faits. Aujourd'hui on est ultra connecté, c'est un fait, beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on va retrouver dans les rues des grandes villes beaucoup plus de caméras. C'est un fait, hein, c'est pas non plus une supposition. Donc, on peut considérer aujourd'hui que des données sont collectées de manière plus ou moins anonyme, plus ou moins utilisée, avec une durée de conservation plus ou moins longue, et que
à un moment donné, l'autorité qui a accès à ces données est en droit et en capacité de les exploiter. Voilà les seules conclusions aujourd'hui qu'on peut tirer des observations qu'on peut avoir. Il y a quand même aujourd'hui, en France, on a cette spécificité d'être quand même assez vigilant sur la donnée privée, la donnée de santé, voilà, les données sensibles. On a quand même une culture aujourd'hui de la confidentialité qui est assez unique quand même. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce niveau d'éducation, même si c'est encore perfectible. Donc on est quand même aujourd'hui dans une exception où les gens font attention à leurs données, dans une certaine mesure. Quand tu vois, par exemple, qu'aux États-Unis, les casiers judiciaires sont ouverts, les dossiers de crédit ou d'assurance sont ouverts, ils sont à 10 000 lieues de ce que nous, on fait en termes de protection. Et j'ai envie de dire, aux États-Unis, ça dérange personne. Il n'y a qu'en France que ça dérange, ce genre de choses. Donc, après, la question de savoir, c'est de dire... Mais là, on retourne dans la philosophie, dans la politique, c'est est-ce que j'ai envie d'être surveillé ? Est-ce que j'accepte de l'être ? Est-ce que j'ai un moyen de m'en protéger ? Est-ce que je choisis de l'exercer et de l'utiliser ? Donc, oui, tu as toujours le choix de te déconnecter d'Internet, de ne pas utiliser de téléphone. C'est compliqué dans la vie du 21e siècle, mais ça reste possible aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tes actions sont tracées par ton fournisseur d'accès ? Oui, évidemment, ils ont une obligation légale de stocker un minimum de choses dans leur log, justement, au cas où demain, tu ailles sur le mauvais site ou tu fasses des actions illégales. Donc, bien entendu, est-ce que ton fournisseur de VPN super anonyme stocke tes données ? Oui, bien sûr, ProtonMail l'a déjà montré, ils ont fourni à des juges des données confidentielles, soi-disant pas loguées. Donc, aujourd'hui, il faut considérer qu'il est difficile d'avoir une vie numérique sans laisser de traces. Je pense que c'est même relativement impossible. La question est de savoir, est-ce qu'on fait attention pour que n'importe qui puisse utiliser ces traces ? Ça, c'est une vraie question. Après, est-ce qu'aujourd'hui, un Nosinter assermenté, confirmé, équipé avec des moyens peut remonter toute personne sur Internet ? Oui, je pense qu'il faut considérer que c'est le cas. Mais il faut se protéger quelque part de l'osine d'opportunité. C'est-à-dire, le danger, il vient pas du pays qui va regarder ce que tu fais chez toi, ce que tu fais dans ton bureau, etc. Le danger, il vient de ton voisin qui a envie de s'amuser, de ton ex qui veut t'emmerder, ou de ce genre de choses. Donc, c'est quelque part de l'ensemble des gens dont il faut un petit peu se prémunir en faisant attention à ses datas personnelles. Je pense pas qu'on puisse aujourd'hui être anonyme sur Internet. J'y crois pas. Donc c'est impossible de se dire, bon, à part l'État, je deviens intraçable. Ça c'est potentiellement impossible. Tu vas être intraçable jusqu'à ce que tu fasses une erreur. C'est ça le souci. C'est que oui, tu peux mettre tous les OPSEC en place que tu veux. Et effectivement, pendant quelques mois, quelques années, j'en sais rien, être très prudent. Je vous renvoie à ce qui s'est passé. Vous avez vu la chute du forum Breachid, là, qui a eu lieu il y a 15 jours, où son auteur faisait quand même relativement attention à son OPSEC. Bon, il a commis une bêtise à un moment donné. Il a donné son IP sur un truc qui a leaké. Voilà. L'erreur, à un moment donné, elle va intervenir et elle est, comme tout le monde le sait, entre le clavier et la chaise. Donc, à un moment donné, tu peux faire tous les OPSEC que tu veux. Il y aura une erreur qui va être commise, un lien qui va être établi entre deux items, deux pivots, et pof, à ce moment-là, ton anonymat va être détricoté quelque part. Et on peut remonter dans le temps sur Internet. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que quand bien même les infos elles sont passées, on peut les retrouver même si elles ont été effacées. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est raisonnable d'avoir conscience que c'est pas possible, à quelques rares exceptions près, et qu'il faut savoir composer et vivre avec. Et c'est là que la sensibilisation et la protection individuelle se fait, c'est de dire, on est tous utilisateurs, on crée des comptes, on a plusieurs adresses email, etc. Limitons la surface d'exposition, mais évitons le lien entre les pivots. C'est comme ça qu'on se protège sur Internet. C'est pas en éliminant les pivots, c'est en éliminant les liens entre les pivots. Très bien, alors là tu viens de sabrer 3 de nos questions sur le fait de disparaître. Tant pis. Mais on peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez sur ces sujets de protection, mais c'est... Voilà, ouais, alors en fait, les questions d'origine, moi ce que j'avais imaginé, c'est qu'on pouvait, tu vois, plus ou moins disparaître suivant les actions qu'on menait, suivant la dose d'effort en fait et de moyens qu'on mettait.
L'idée, c'était de savoir, en gros, en tant que citoyen lambda, si on veut un peu se protéger, ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien sans que ce soit ultra lourd. Ensuite, si on a un métier un peu sensible et qu'on n'a pas trop envie de liquer dans tous les sens, je sais pas, moi, tu travailles pour l'armée, tu vois, t'es instructeur dans je sais pas quel corps d'armée ou quoi, t'as pas forcément envie de te faire pister par le premier gars qui passe. Et ensuite, si vraiment t'as envie de devenir invisible, alors là, j'imagine que t'as des services qui vont t'expliquer comment faire, voire te faire disparaître comme il faut. Comment ça se passe tout ça? C'est vraiment accessible, inaccessible au lambda, j'ai envie de dire? L'idée, c'est de monter une barrière suffisamment haute au regard de l'intérêt. Donc, si vous êtes un particulier lambda, bah, la barrière, elle va être moyennement haute. Elle va être suffisante, en fait, pour un OSINT de base. Si demain, vous travaillez dans une industrie sensible, par exemple, bah, forcément, on va monter la barrière beaucoup plus haute au regard de l'activité et du potentiel que vous pouvez représenter en termes d'OSINT. Que ce soit à travers les données que vous avez en tête ou que vous manipulez au quotidien, ou que ça soit vos relations avec les autres en termes d'obtention d'informations. Et puis si demain vous travaillez au plus haut niveau de l'État, bah, vous allez avoir des barrières super hautes. J'imagine qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires qui travaillent, j'en sais rien, à l'intérieur, à l'armée, à la défense. Ils n'ont pas les mêmes téléphones que nous, forcément. Donc l'anonymisation de leur communication et de leur déplacement n'est pas la même. Donc il faut avoir la barrière adaptée à sa sensibilité d'action. En tant que particulier, protéger son identité, protéger son IP, c'est déjà de l'OPSEC de haut niveau pour un particulier. Donc, est-ce que après ces services sont accessibles? Est-ce qu'il y a des services qui le font pour vous? Oui, il y a des navigateurs qui vont être équipés d'un certain nombre de plugins ou de choses comme ça, qui vont favoriser ce genre de choses, randomiser par exemple le user agent, faire varier les paramètres JavaScript pour éviter le footprinting du navigateur. Il y a des aides comme ça, mais il n'y a rien de tout fait. À un moment donné, il va falloir assembler un Tor ou un réseau comme ça décentralisé, un VPN, des bonnes pratiques, créer ses sock puppets. Ça, aujourd'hui, c'est manuel, et puis c'est compliqué à automatiser. Il y avait autrefois des sites qui créaient les sock puppets en automatique, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qui marchent, tout simplement parce que les réseaux font la chasse à la création de ce genre de trucs. Donc, voilà. Je vois passer Brave, effectivement, qui est un navigateur orienté confidentialité et sécurité. Oui, Brave, il y a Tor. Après, encore une fois, un Firefox correctement configuré avec les bons plugins fait la même chose que Brave. Donc, encore une fois, tout va dépendre du niveau de sécurité que vous souhaitez mettre sur votre pratique et sur votre identité propre. C'est bien aujourd'hui de considérer... Je fais un petit aparté, notamment sur les gens qui sont en itinérance. Aujourd'hui, quelqu'un qui est itinérant, qui se connecte sur un Wi-Fi, dans un Starbucks, un McDo, sans VPN, bon, on voit qu'il y a un manque de culture quelque part de la sécurité, en général. Aujourd'hui, utiliser un VPN, ça me semble être quand même un gros basique dès qu'on fait de l'OSINT, tout simplement pour pas laisser une trace qui tâche, quoi. Voilà, s'il y avait qu'une seule chose à faire en OSINT, ce serait celle-ci, avoir un VPN. C'est la première et la plus importante. Justement, tu vois, ça amène quelque chose parce que, comment dire, on voit pas mal de chaînes soit de vulgarisation, soit de divertissement, voilà, je cherchais ça. Certaines qui sont un peu à mi-chemin. J'en prends une qu'on connaît bien dans le milieu, c'est celle de Micode, par exemple, où ils traitent des sujets très variés. Hein. Ça part de l'OSINT, à du pentest physique, à de l'IA, à du dev, enfin, il y a vraiment plein de trucs. Mais forcément, quand tu traites autant de sujets, tu peux pas non plus aller creuser en profondeur de fou, parce que c'est juste le format ne s'y prête pas. Donc tu as des sujets voilà, un peu rapides comme ça. Tu as des chaînes de bien moindre qualité qui font, on va dire, du putaclic, du sensationnalisme, etc. Et des fois, on voit des choses qui sont à la limite du faux, qui vont te faire peur pour rien, tu vois, qui te disent bon ben voilà, en fait, tous les gestionnaires de mots de passe, en fait, ils sont tous noyautés par tel APT, tu vois, et en fait, tous tes mots de passe, ils leak en même temps vers un gros trou noir enfin bref. T'as ce côté, tu vois, qui fait vraiment peur à tout le monde. Et côté grand public, des fois, c'est un peu la panique, tu vois, ils se disent mais en fait, plus rien n'est sûr. En fait, je dois écrire les mots de passe sur mon bout de papier parce que c'est encore ça qui est le plus sûr. Est-ce que tu trouves qu'il y a un danger à faire du sensationnalisme comme ça? Est-ce que
C'est quelque chose que tu as constaté ou est-ce que c'est peut-être nous, avec nos jumelles de vulgarisateurs, on voit ce genre de contenu et on s'alarme tout seul? C'est quoi un peu l'état aujourd'hui de ces tendances-là? Je pense qu'on a une vision déformée de la chose parce qu'on bosse dans ce milieu-là aussi. Euh, Moi, ce que je publie, par exemple, je vais parler de mon cas parce que je ne vais pas parler au nom des autres, mais je publie des choses qui pourraient être perçues comme de la dramatisation ou du sensationnalisme parfois, c'est vrai, mais c'est ma vision de l'état réel des choses en tant que professionnel de l'informatique et de la cyber. Donc oui, quand il y a une leak ou un site majeur qui a des moyens de se protéger, qui se fait leaker, je trouve ça inacceptable et pour moi c'est quelque chose qui doit être su en disant voilà, il y a des gens à qui vous confiez vos datas, vous confiez votre confiance numérique et qui ne la méritent pas forcément. Mais je veux dire, ça va être des sites comme d'autres. Moi, je trouve aberrant aujourd'hui qu'on puisse encore se connecter sur le site des impôts sans double authentification. Je ne comprends même pas aujourd'hui que ça soit encore possible. Donc aujourd'hui, dramatiser en disant c'est inacceptable qu'au XXIe siècle, quand il y a une mairie par semaine minimum qui se fait poutrer par un ransomware, on en est encore au stade de pas pouvoir se faire une double authentification, j'estime pas que ça de la dramatisation ni du sensationnalisme. En revanche, pour quelqu'un qui n'est pas sensible à ces concepts-là ou qui suit pas l'actualité cyber, je conçois complètement que ça puisse être interprété comme quelque chose de qui fasse peur, mais c'est parce que ça fait peur, c'est tout à fait normal. Donc j'ai envie de dire tout est relatif. Un mec qui est RSSI depuis 20 ans, je pense que mes news, ça lui fait ni chaud ni froid, ça lui fait pas peur. Quelqu'un qui débarque, qui vient de se connecter, ou ma grand-mère qui se connecte sur Internet, qui lit ça, eh ben, elle a peur. Donc, difficile de s'adresser au monde entier. Il y a de différences, quelque part, de culture sur la sécurité en général, l'OSINT en particulier. Tu vas faire peur à l'un et pas à l'autre. Donc, dur. Ce que fait Micode, moi, j'aime bien parce qu'il fait quand même des choses accessibles au grand public. Il vulgarise énormément et Dieu sait que c'est pas facile de vulgariser des concepts compliqués. Et en plus, je trouve ces trucs très bien réalisés. Donc, voilà, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre, que je trouve professionnel dans ses approches. Je ne l'ai jamais entendu dire de grosses âneries non plus, donc je pense qu'il vérifie quand même ce qu'il dit, même si la simplification oblige à un moment donné de ne pas parler de tout forcément. Donc je suis complètement pour la vulgarisation des sujets cyber, parce que tout le monde vit aujourd'hui dans l'univers Internet et les nouvelles générations, ça sera leur monde. Je suis aussi pour qu'il y ait des talks plus techniques. Je sais que vous en faites sur des sujets pentest en allant bien plus dans le détail que ce qu'on vient de faire là, et c'est vachement important aussi pour la cible des gens qui vont attendre ce type de talk. Donc voilà, encore une fois, on est dans le compromis entre un savant mélange de vulgarisation. Il faut des gens qui lèvent des alertes aussi, ça fait partie des utilités. Lever des alertes, vérifier, c'est mieux. C'est sûr que si on peut éviter et ça, j'essaie d'être de plus en plus vigilant. L'erreur arrive encore une fois là-dessus. J'ai fait des erreurs, ça m'arrivera encore certainement à l'avenir. Si on recentre un petit peu plus sur l'OSINT maintenant, plutôt que sur la peur, entre guillemets, et le rapport aux médias, comment est-ce qu'on peut faire comprendre au grand public, justement, l'usage que eux peuvent tirer de l'OSINT au quotidien? Les médias ont un devoir quand même de vérification de leurs sources avant publication. Alors si c'est pas un devoir réglementaire, c'est un devoir moral. Donc aujourd'hui, les journalistes font comme nous, hein. Ils sont pas tous sur le front en Ukraine à aller filmer de l'information. J'ai envie de dire, eux aussi profitent du fait que le monde entier est couvert par les caméras et les micros de tous les téléphones du monde. Donc, sont soumis exactement au même risque que le particulier, à savoir la mauvaise information, la désinformation ou l'absence d'information. Donc, les médias ont cette nécessité de faire confirmer chaque chose qui sera publiée, que ce soit une photo, un texte ou une information, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, de publier quelque chose de vrai, de se poser la question sur les conséquences de diffusion d'une information. Quand on parle de mouvement de troupes sur un champ de bataille, il y a des conséquences à parler de ce genre d'informations, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Quand on parle, j'en sais rien, d'une personne qui pourrait être accusée ou en tout cas soupçonnée
on peut ruiner une vie en annonçant que machin est accusé de pédophilie alors qu'il l'est pas. Je vous renvoie au procès d'Outreau. Enfin, je veux dire, l'histoire est constellée de. Et puis, mais tout ça date pas d'Internet. Hein. Je veux dire, le Radio Corbeau existait bien avant Internet et c'était exactement les mêmes problèmes de vérification de l'information avant la rediffusion et surtout la rediffusion d'informations sous anonymat qui aujourd'hui est un problème. Donc tout le monde peut publier n'importe quoi sous n'importe quel nom. Et c'est bien de ça aujourd'hui dont les médias doivent se méfier en premier lieu. C'est que eux aussi, ils ont accès à des informations. Elles sont tentantes, elles sont juteuses, mais elles sont pas toujours vraies. Et comme les médias ont tendance à être la cible de certaines ingérences ou manipulations, que ce soit économiques, étatiques, etc., ils en sont la cible puisqu'ils en sont le relais. Donc ils sont particulièrement la cible aujourd'hui de ces tentatives de désinformation dans le but de relayer des choses. Nous, en tant que personne qui intervenons sur les réseaux sociaux, alors influenceur c'est un grand mot, mais en tout cas actif sur les réseaux sociaux, on a une responsabilité aussi dans ce qu'on retransmet, de dire demain on retransmet une info fausse, on peut faire du tort à quelqu'un, on peut faire du tort à une entreprise, on peut faire du tort à un pays, enfin voilà. Alors où est le curseur? Là aussi chacun a son niveau, mais les médias, ils ont une sacrée responsabilité aujourd'hui dans la retranscription de l'information, et le ZINT fait partie de leurs plus gros alliés pour limiter en tout cas les risques de publier une info qui est fausse, tout simplement. Et justement, nous, en tant que, j'allais dire personne publique, enfin en tout cas devant la caméra, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux, à ton avis, comment on peut sensibiliser le grand public ou même les professionnels de la cyber, en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, à l'OSINT? Je pense qu'on le fait déjà à travers on parlait des CTF en début de talk, mais aujourd'hui, intégrer de l'OSINT systématiquement dans les CTF, c'est une bonne chose parce que quelque part, il y a une démarche intellectuelle de réaction à un risque. On est complètement dans l'idée de la chose. Réagir quand il y a tout le monde rigole quand on publie une photo d'un portable ouvert dans le train parce que le mec est parti. Mais mine de rien, c'est par là que ça va passer. À un moment donné, c'est aussi de dire il y a des trucs qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce que ça pose un risque. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu chasse d'opportunité, la pêche au canard, mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand je vois un mot de passe Wi-Fi sur un mur dans une entreprise, je saute au plafond et je me dis les mecs, je vous mets en photo. Et je suis pas forcément pour le name and shame, hein, c'est pas la politique, mais quand tu vois qu'au bout de 10 ans de sensibilisation, il y a toujours les mêmes âneries qui sont faites par les mêmes personnes, et à un moment donné, si je fais de la cyber-offensive, c'est pour dire il y a qu'en mettant les doigts dans la prise qu'on comprend que ça fait mal. Et je pense que pour la sensibilisation sur les données, l'OSINT en général, et à un moment donné aussi, il faut être confronté à comment on utilise ce qu'on peut trouver qui a l'air anodin, et à un moment donné, il faut y être confronté. Alors, il vaut mieux être confronté en milieu bienveillant, c'est plus facile. C'est clairement ce qu'on fait dans la pédagogie, que demain se prendre, j'en sais rien, un vidage de compte en banque, une usurpation d'identité ou une arnaque au président si on bosse dans une boîte, tu vois. Et ça, il y a un moment donné, quand ça rentre pas, il faut peut-être passer à l'étape d'au-dessus, quoi. C'est-à-dire, il faut... est-ce que faire peur est la solution? Est-ce que c'est l'unique solution? Probablement pas, mais elle fait partie de l'équation. Quel rôle peuvent jouer des citoyens, entre guillemets, lambda, dans l'action de l'OSINT, c'est-à-dire la récolte et la vérification de données? Je pense que pour illustrer, on a des exemples. Typiquement, quand on a des émissions de Thinkerview, je pense que tu connais la chaîne, pendant qu'ils font leurs interviews, ils vont aller faire du fact-checking au fur et à mesure sur les dires des participants. Est-ce qu'on a un équivalent qui peut exister côté OSINT, sur quel type d'activité, si ça existe? Je vais reparler de C'est vrai ça, parce que c'est l'exemple le plus représentatif qui me vient à l'esprit, où effectivement... C'est un collectif de bénévoles et anonymes qui vont, pour le plaisir de l'information vraie, passer du temps
à débunker des choses qui peuvent être dites ou colportées sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a d'autres réellement? Oui, il y a OpenFacto aujourd'hui qui travaille bien sûr sur ce genre de cas. Alors après, avec ou sans diffusion publique derrière des résultats de leur. Il y a Bellingcat qui travaille bien sûr sur ces sujets-là. Donc il y a plein de collectifs aujourd'hui qui vont avoir des initiatives citoyennes et j'ai envie de dire désintéressées de debunk de l'information et de track de la fake news. Donc il en existe plein. Après, est-ce que je sais qu'il existe un collectif notamment qui travaille en particulier sur certains sujets. Par exemple, il y a un collectif qui bosse que sur Wagner et toutes les informations qui tournent autour de ce groupe. Donc qui sont focusés sur un sujet en particulier. Donc il y a en fait des espèces de groupes de travail qui se forment intra-collectivité, intra-communauté sur des sujets en particulier. Donc il en existe pas mal. On va les retrouver souvent sur des canaux Discord au sein des communautés. Il y en a qui vont bosser, j'en sais rien, sur la Syrie. Il y en a qui vont bosser sur l'ingérence chinoise. Il y en a qui vont bosser sur et ça c'est intéressant de pouvoir rejoindre ces communautés, de participer. Je vois la remarque sur le chat. Oui, c'est vrai que depuis les fake news Covid, il y a eu beaucoup de développement de ce groupe de remise en cause un peu de l'information où pendant 2 ans, on était accessible que par des écrans, moins de moyens de se parler. Donc nécessairement, l'activité de remettre en cause ce qui était dit, y compris par les médias mainstream qui ont, ou même des chaînes de télévision qui ont généralement la confiance, il y a eu développement de la remise en cause de l'information parce que il y a eu un petit peu la guéguerre entre les pros et les antis et qu'il fallait à un moment donné se faire sa propre idée, quoi. Donc quelques oui, de communication aussi. Énormément de cafouillage. Oui, puis une période de crise où les gens avaient envie de croire et d'espérer. Donc, le complotisme surfe sur les croyances et sur les peurs. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais les procédés sont toujours les mêmes. Mais là, c'est vrai que l'expérience de Covid a bien boosté l'OSINT dans l'analyse des informations, y compris celles diffusées, parce qu'il y a eu plein d'âneries diffusées, y compris sur des journaux très sérieux et des journaux télévisés très sérieux. Donc, je pense qu'il y a eu un avant et après Covid en termes d'OSINT sur son importance, c'est sûr. Et à l'inverse, là, on parlait d'utiliser du coup des compétences en OSINT pour le bien. Alors, c'est un grand terme, hein, mais voilà. Est-ce que, comme tout outil, ça ne peut pas être utilisé dans l'autre sens pour nuire à des gens? Est-ce que le fait que ça soit une discipline qui soit de plus en plus accessible, qui soit de plus en plus enseignée avec des plateformes, etc., est-ce que c'est pas aussi une école pour certains, je sais pas, harceleurs ou peu importe ce que c'est, pour aller faire leurs mauvaises choses à côté? Oui. Oui, mal utilisé, l'OSINT peut bien sûr faire du dégât. Mais j'ai envie de dire, c'est le cas d'un marteau et d'une batte de baseball. Hein. Encore une fois, l'utilisation qu'on va faire des outils, j'ai envie de dire, c'est pas peu importe, mais indépendamment, il y aura toujours une partie des utilisateurs d'un outil qui va l'utiliser à de mauvais escients. C'est pareil pour les outils de cyber, c'est pareil pour tout ce qui est armes, etc. Donc, il y a un moment donné, c'est l'éducation qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise utilisation. Je pense que si on demande à 10 lycéens ce qu'on risque en faisant du stalking ou en faisant du doxing, je pense qu'il y en a 9,5 qui n'en ont aucune idée, tout simplement. Tout simplement parce qu'on leur a jamais dit, on l'a jamais enseigné. Donc, il y a un moment donné, il y a des nouveaux dangers liés à Internet. Alors, quand je dis nouveau, le doxing, le stalking, ça date d'il y a 25 ans. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, 25 ans après, la connaissance civique de ces activités, elle est peu ou pas connue. Aujourd'hui, je pense que personne ne sait combien coûte un doxing en termes de jurisprudence. Et oui, mais c'est normal, parce que simplement, c'est une loi qui date de 2015, donc c'est pas si loin que ça. Et puis, ça n'a pas été prononcé souvent. Donc,
Ça aussi, c'est des trucs qu'on répète. Moi, je fais pas une intervention aux int avec des slides sans un rappel réglementaire des 3 articles. Et ça doit passer par là. C'est de dire à un moment donné, oui, mal utilisé, ça peut faire du dégât. Si vous allez stalker votre ex-nana, vous allez faire du dégât. Je vous renvoie à la série Netflix Stalkers qui parle de ça beaucoup mieux que moi. Oui, et ça a des conséquences. Après, à qui c'est à faire de cette éducation? Je pense que c'est une responsabilité conjointe entre les enseignants, les parents, les intervenants sur les réseaux sociaux dont on fait partie, les réseaux sociaux eux-mêmes, les plateformes qui se montent sur le sujet. On a une responsabilité, nous, aux INTEU, sur ce sujet-là. On essaye de rappeler en permanence ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est un combat de tous les jours. Donc, ouais, il faut qu'on soit très vigilant sur les dérives et surtout les nouveaux entrants. Parce que on a le contrôle des gens. Le contrôle, c'est pas le bon mot. Je vais surtout pas utiliser ce mot-là. On va dire, un encadrement possible des gens qui ont décidé de nous rejoindre et de nous faire confiance dans ce qu'on peut leur proposer. Quelqu'un qui va démarrer tout seul dans son coin avec 3 tutos YouTube ou TikTok. On n'a aucune idée de ce qu'il va faire de ses compétences. Et ça, le danger, il est là. C'est ceux qui vont, quelque part, s'affranchir de la méthodo, s'affranchir d'un peu de cadre éthique, et puis surtout des bonnes pratiques. Et le danger, il est là, clairement. Et comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'évolution de l'OSINT? Dans le sens où, entre les plateformes d'apprentissage, mais aussi d'un autre côté, les IA grand public qui incessamment sous peu seront connectés sur Internet, hein, faut pas se leurrer. L'avènement du big data, ce genre de choses. C'est quoi ta vision d'avenir sur l'OSINT? Il y a un film que j'adore qui s'appelle Minority Report. Je pense que si vous l'avez pas vu, il faut le voir d'urgence. Ça fait peur. Je suis assez pessimiste sur l'avenir de la data et je pense que malheureusement on se dirige vers une société ultra connectée, ultra fliquée. J'ai du mal à imaginer que ça puisse s'améliorer de ce côté-là. Ça, c'est mon côté un peu pessimiste. Par contre, je pense fermement que chacun peut devenir à se dévictimiser un peu du truc en disant il y a un moment donné comprendre comment marche le système, ça permet aussi de vivre avec et de composer avec. Ça, c'est mon côté hacker qui ressort, c'est comprendre les choses, ça permet quand même aussi de se protéger. Donc je pense que la prise de conscience va se faire. Je pense que le métier de l'OSINT va se développer, j'ai aucun doute sur ce sujet-là. Est-ce qu'on aura des OSINTeurs généralistes? Je demande à voir. En tout cas, moi, ça me ferait bien kiffer de devenir OSINTeur professionnel. Ouais, j'aimerais bien. Ce serait une suite assez logique de mon métier aujourd'hui de cyber, de dire OSINTeur. Tous les gens qui font de l'OSINT, ils ont eu ce fantasme du Sherlock Holmes à un moment donné en disant je fais des enquêtes et je résous des enquêtes. Je pense que tu peux demander à tous les OSINTeurs de la Terre, ils ont tous du sentiment pour ça. Et ouais, j'aimerais bien aujourd'hui que ça devienne... L'enquête privée a longtemps été, et toujours d'ailleurs, un petit peu réservée aux enquêteurs, parce que c'est réglementé comme profession. Donc les enquêteurs privés ont un périmètre que nous, citoyens, on n'a pas, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, c'est important. Mais je pense qu'il y a plein d'enquêtes aujourd'hui qui peuvent être menées éthiquement, dans le respect des personnes, dans le respect des pratiques, et qui pourraient rendre service à plein de gens, que ça soit j'ai perdu mon chien, mon entreprise va mal, comment je peux me redresser. Enfin, il y a plein de motifs de faire de l'OSINT pour des choses légères. Je voudrais en finir quand même sur l'OSINT, c'est pas que des chats morts et des tanks en Russie. Il y a aussi à un moment donné des trucs assez super dans l'OSINT, des choses légères, des cas de personnes qui s'étaient perdues de vue il y a 50 ans, qui se sont retrouvées. Il y a plein de belles histoires dans l'OSINT. Enfin, si on doit finir sur un truc un peu plus positif, c'est de dire... Ouais, c'est pas toujours un drame l'OSINT, même s'il faut avoir conscience de ce que c'est aussi au quotidien une source fabuleuse de connaissances, quoi. Enfin, moi, j'adore apprendre. J'apprends des trucs tous les jours grâce à l'OSINT, c'est juste génial. Et j'aimerais bien aussi que dans la tête des gens, c'est dire
ouais, l'osine, c'est aussi le moyen de s'enrichir, de devenir un peu moins con tous les jours et d'être voilà, de devenir quelqu'un de meilleur avec ça. Voilà, petit côté un peu mais voilà, ce serait. J'aime penser que l'osine t'enrichit les gens et que ça va aller dans ce sens-là aussi. Et juste avant de conclure, à court et moyen terme, tu vois ça comment, l'évolution des OSINTers maintenant? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un métier OSINTer Ouais, je pense que ça va devenir une spécialité. On parlait d'intégrer des gens dans les entreprises, dans des services d'OSINT. Je suis assez persuadé que c'est la suite logique des choses. Qu'il y ait un métier qui soit quelque part la jonction entre les services d'une entreprise, c'est-à-dire des gens capables de parler à des commerciaux, à de la R&D, à des juristes, à des informaticiens, et Dieu sait qu'ils sont compliqués à comprendre, mais qui soient justement capables de faire ce travail de recherche un peu périphérique et multi-service. Ouais, je pense que ça va devenir un métier parce que ça va demander pas mal de compétences, qu'elles soient techniques dans l'exercice de la recherche, mais qu'elles soient surtout c'est pas politique, mais être capable de comprendre et de discuter avec des gens qui ont du mal souvent à se comprendre. Et faire comprendre un commercial et un informaticien, pour tous ceux qui ont bossé dans l'informatique, ils savent que c'est très très difficile. Et quand on va faire de la recherche d'informations à des fins de performance ou de protection, il va falloir que tous ces gens-là soient capables de se comprendre. Et je vois bien le métier d'OSINTer comme un nœud entre les services, en disant, voilà, on parle le langage universel de l'entreprise ou du service, ou peu importe, mais l'OSINTer, je le vois bien comme un rôle un peu central dans l'entreprise. Ouais. J'ai tendance à penser que ce serait une bonne idée. Bien. Que de bonnes choses pour l'avenir alors. Parfait. Minority Report et du job pour les OSINTers. Très bien. Eh bien, écoute, on va se diriger vers l'ultime section de cette soirée. Ça va être la conclusion avec tout plein d'histoires. Et je vais donc te demander de nous raconter, si tu veux bien, ta pire expérience en OSINT ou dans l'exercice de ton métier si tu n'as pas. J'en ai deux en fait, j'arrive pas à choisir entre les deux, donc je vais faire très court, mais je vais parler des deux. La première, c'est dans l'exercice de mon métier. J'ai joué comme beaucoup de gens avec le Flipper Zero qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Je trouvais l'outil génial, etc. Et puis, comme tout le monde, j'ai testé mes trucs à moi. Hein. Donc, j'ai testé ma télécommande de bagnole, j'ai testé mon garage. Et puis, j'ai fait un peu une erreur, j'ai testé mon alarme Verisure. Et donc, j'ai publié les résultats du clone de mon badge Verisure sur LinkedIn. Et là, j'ai pris un shitstorm, mais quelque chose que j'avais jamais vécu de tous les commerciaux Verisure. Je crois que j'avais cassé le Graal à leurs yeux de dire que Verisure, on pouvait cloner les badges, etc. Et en fait, j'ai pris 500 000 messages d'insultes, mais c'était vraiment intense. Et j'ai jamais réussi à m'en dépêtrer. C'est-à-dire que tout le monde disait non, c'est faux, c'est des montages photos, etc. Donc je refaisais des vidéos live pour montrer qu'on pouvait parfaitement cloner un badge Verisure, machin. J'ai fini par retirer mon post parce que la pression sociale, et Dieu sait que j'ai un caractère de merde, mais la pression sociale qui a été exercée sur ce sujet-là, j'ai fait non, là il y en a trop, c'est trop pour moi. Et ça a été un mauvais moment. Voilà. Pour moi, c'était vraiment une mauvaise expérience de sécu, de cyber et d'information, alors qu'on peut toujours cloner parfaitement les badges de chez Verisure. Je veux dire, la télécommande de mon garage est mieux sécurisée que mon alarme Verisure. Donc c'est... Wow. Désolé pour Verisure si quelqu'un nous entend. Hein, je suis désolé les mecs, mais à un moment donné, on achète du matériel très cher et il est pas sécurisé, il faut le dire aussi. Voilà. On fera un short de ce passage. Non, on va se faire cancel la chaîne après, ça suffit. Voilà, ça c'est la première mauvaise expérience. L'autre mauvaise, c'est un problème de conscience que j'ai eu sur un traçable l'année dernière. J'ai travaillé avec une petite équipe. Je salue Tactical OSINT au passage, avec qui j'aime bien faire les tracelabs. On est tombé, en fait, on a eu la chance pour une fois de retrouver une personne vivante sur une recherche de personnes disparues, ce qui est pas si souvent que ça.
Et en fait, on s'est retrouvé avec un gros problème de conscience parce que la demoiselle en question avait quitté son domicile parce qu'elle se faisait violenter et elle avait changé d'état pour se réfugier voilà, dans de la famille, dans un autre état. Donc on a retrouvé, localisé la personne, etc. Et on a eu un gros cas de conscience en se disant on a le choix entre gagner le concours en filant le flag, c'est-à-dire la localisation de la personne, ou juste dire on l'a retrouvée et puis on fournit pas la loc parce que on comprend un petit peu pourquoi elle est partie, quoi. Et donc on a eu un gros cas de conscience sur ce sujet-là, donc on n'a pas fourni l'info, hein, on a décidé, on n'a pas gagné le concours, donc on a eu bien les boules aussi. Voilà, ça fait partie des. Alors c'est une pire expérience entre guillemets sur le Zint, hein. Mon activité au Zint est pas non plus très vieille. Mais voilà, des cas, on peut être confronté à des moments à des cas de conscience aussi sur ces sujets-là. Donc là, ça se finit bien, mais c'est comme c'est comme quand on fait un pen test. Des fois, on hésite à mettre des trucs sur les rapports parce que c'est chaud. Donc voilà pour la mauvaise expérience. En tout cas, les deux dont j'avais envie de parler un petit peu. Ta meilleure expérience alors maintenant. À la meilleure, je vais faire une approche un peu globale. Franchement, ce qui se passe en ce moment sur ozine.eu, c'est juste un truc de malade mental. Et j'ai rencontré des gens super, que ça soit dans le staff, que ça soit même dans les rencontres d'une manière générale. Donc, je salue toute l'équipe qui bosse sur Ozint. Ils sont pas si nombreux que ça, hein, on est une petite dizaine, mais ils font un boulot colossal et ils se démènent au quotidien pour essayer de fournir tout ce qu'ils ont dans le ventre, voilà, pour que les choses se passent. Donc, belle aventure, des gens intéressants, et puis surtout, on a l'impression de servir à quelque chose. En tout cas, on l'espère. Voilà, pour moi, ma belle expérience au Zint, c'est la plateforme, c'est la tournure que c'est en train de prendre. Il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à nous en ce moment. On est en discussion avec plein de monde. Il va se passer plein de choses dans les prochains mois, donc l'aventure est loin de s'arrêter là. Pour l'instant, on est un petit peu prudent sur la communication, mais on est un peu sur les starting blocks pour annoncer plein de trucs fun et utiles. Donc voilà, ma belle expérience en ce moment, elle est en ce moment. Je suis en plein dedans. Et merci à vous de me donner l'occasion d'en parler, ça c'est cool aussi. Avec plaisir. Oui. Moi, je suis bon client en plus, hein, d'Ozint. J'invite le patron pour avoir des points. Malheureusement, là-dessus, ça marche pas comme ça. Nous sommes incorruptibles sur ces sujets-là. Non, rigole pas, ça fait partie de nos sujets d'inquiétude, l'équité absolue entre les joueurs. On a des débats lors de nos réunions sur est-ce qu'on accorde des points ou pas, des bonus sur des comportements, et c'est l'équité est une règle absolue chez nous. Aucun spoil, aucune aide, aucun service rendu sur ces sujets-là. On a vraiment l'ambition derrière de devenir un acteur de la certification au Zint, hein. On s'en cache plus aujourd'hui. Donc l'équité, la neutralité fait partie de notre légitimité et de notre voilà, c'est important. Donc on peut pas se permettre, même pour toi avec ta barbe magnifique, de donner la moindre information. Mais c'était bien essayé. Merci pour les certes. Et même si tu mets une très belle grenouille sur ton tableau, et pour ceux qui n'avaient pas au Zinté, merci, mais ça ne changera rien. J'aurais essayé. Est-ce que tu aurais un invité particulier à nous recommander pour une future émission, alors que ce soit un Cybertalk ou d'autres types d'émissions, et éventuellement avec un sujet qui va avec, hein, sinon. D'autres types d'émissions ? Je ne sais pas. Ah ouais. Alors là aussi, je vais faire l'indécis, j'en ai deux, j'ai pas réussi à choisir. Le premier, il nous écoute, il se reconnaîtra, et je vous passerai son nom. Moi, je veux dire son nom d'ailleurs, après tout, parce qu'il veut pas être. C'est mon comparse depuis 25 ans dans l'univers de la chasse au trésor, dans l'univers de l'enseignement de la cyber. C'est Alain Godon, il est intervenu pas mal là, sur le chat. Alain, il est enseignant-chercheur à Polytech Angers en cybersécurité. C'est un fan de crypto, c'est un fan de Stegano, c'est un fan de chasse au trésor et de gamification de l'enseignement supérieur dans la cyber. Voilà, je pense qu'Alain, il aurait beaucoup de choses à vous raconter. Et sur ces sujets de cyber, d'enseignement, de prise de conscience, je pense que ce serait un candidat intéressant.
Et puis il y en a un deuxième, alors sur un registre très différent, et il m'a dit qu'il te connaissait, Nobo, donc je pense qu'il y aurait des choses intéressantes avec Karim Lamouri sur les sujets. Ouais, il m'a dit de te faire un petit clin d'œil, donc je vais bien sûr demander son autorisation avant de le citer. Karim, il est fondateur d'Hackers sans frontières, et en ce moment ils ont énormément d'actions, alors et également de polémiques, hein, puisque c'est Hackers sans frontières est quelque chose d'assez particulier. Et je pense que d'un point de vue compréhension du cyberespace et de ce qui se passe en ce moment, ce serait un candidat intéressant à recevoir, et avec, à mon avis, beaucoup de choses à raconter. Voilà. Donc c'est les deux que j'aimerais bien voir à ma place, ce serait Alain et Karim. Bonjour Alain, et puis Karim, je vais pas m'ostinter moi-même, c'est un ami de très très longue date, effectivement. De toute façon, le duo dit Alain, ça peut être intéressant, même si c'est pas du tout le même genre. Très bien, très bien. Bon, écoute, on va se renseigner. Merci pour les deux noms et les sujets. C'est très intéressant en tout cas, donc on va voir comment on peut organiser tout ça et dans quel cadre. Très bien. On va arriver à la dernière question et on va clôturer cette soirée. Est-ce que tu pourrais nous donner tes ultimes conseils pour les nouvelles générations de la cyber qui nous regardent? 3 maximum. Alors moi, j'appelle ça les conseils vieux cons, hein, parce que de toute façon, il y a le côté paternaliste forcément qui va surgir. Le premier conseil, c'est de rester curieux. Je pense que c'est la qualité de tous les gens qui font de l'OSINT, veulent faire de l'OSINT. Intéressez-vous à ce qui sort, intéressez-vous aux outils, aux sources, à l'actualité, à la culture. Je veux dire, apprenez en permanence. Ça a l'air d'être bateau comme conseil, mais ça maintient jeune. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et si vous voulez avoir une longue carrière dans l'OSINT, il va falloir être jeune longtemps. Donc, apprenez de la connaissance autant que vous le pouvez, et vous avez accès à une bibliothèque infinie. Donc, profitez-en. Ça, c'est mon conseil numéro 1. À quel âge j'ai commencé l'OSINT ? J'ai commencé l'OSINT, je réponds à la question que je vois sur le chat. J'ai commencé l'OSINT quand j'ai commencé la cyber, le pentest offensif, c'est-à-dire en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'était de l'OSINT orienté cyber. Le véritable OSINT un peu généraliste, je l'ai commenté vraiment il y a 1 an, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je suis un newbie dans l'OSINT, dans les faits. Mais comme j'aime bien ce que je fais, en général, j'avance vite. Voilà, c'est assez récent. Le deuxième conseil que je vais vous donner, et ça c'est un vrai conseil de vieux con, c'est respecter les gens qui vous ont précédé, et surtout ceux qui vont vous suivre. Donc les débutants, les élèves, les apprenants ont des choses à vous apprendre certainement à l'avenir, et les sachants d'aujourd'hui sont ceux qui vont vous transmettre l'expérience. Donc voilà, restez à votre place, soyez humble sur ces sujets-là. Puis surtout, méfiez-vous des apparences. Il y a des gens qui vont être très simples et puis qui vont être extrêmement compétents, extrêmement performants, puis d'autres qui vont paraître tout savoir, et puis dans les faits, en termes de pratique, il n'y a rien à voir derrière. Donc voilà, attention à l'image, attention à la façade. Internet, c'est beaucoup d'illusions aussi. Et puis le dernier, je vais finir par ça, parce que je finis toujours par ça. OSINT for good, soyez éthiques dans vos pratiques. Le gros avantage d'OSINT for good, c'est qu'on dort bien la nuit, et je pense que c'est une bonne transition pour la fin de ce talk.